décembre dernier, vous avez signé, en tout cas l'exécutif, le Parlement ont signé un accord qui va permettre probablement de déboucher sur l'organisation des élections en 2013. Il semble que quand même tous les secteurs ne sont pas totalement satisfaits de cet accord. Est-ce que vous sentez que vous avez encore des pas? Est-ce que vous êtes prêt à faire des pas en plus pour permettre à ce que ces élections se déroulent en 2013, comme vous avez décrété 2013 année des élections, dans de bonnes conditions? Merci Clarence, et merci pour tes vœux. Je te les retourne d'ailleurs. Santé, prospérité à toi, à ta famille. Pour répondre à ta question, en ce qui a trait à la formation du CEP et au mécontentement de certains partis, je dirais tout simplement que, dans un premier temps, ce qui a empêché la mise en place du CEP, le Conseil électoral permanent, ça a été surtout l'impossibilité du Parlement à désigner ces 3 membres. Donc, on est entré dans une logique de dialogue avec ce Parlement pour essayer de comprendre ce qui se passait. En fin de compte, les premières négociations, je ne dirais pas ont échoué, mais ont trop duré. Donc, il y a eu l'intervention de Religion pour la paix qui a servi de modérateur. Et en fin de compte, les partis ont pris la question beaucoup plus au sérieux. Et aujourd'hui, la situation est quoi? Après 3 ou 4 séances de négociation, on est arrivé à la mise sur pied de cette institution, ce corps qui devrait organiser les prochaines élections. Les élections sont un passage obligé, c'est le moteur même de la démocratie. Donc aujourd'hui, le premier problème qui nous empêchait d'avancer, nous résoudons. Est-ce que tous les secteurs sont satisfaits? Non. Est-ce que maintenant la question est résolue, nous pourrons faire élection en janvier? Non. Bon, le problème que tout le monde connaît, c'est le CSPJ qui, dans un premier temps, a désigné 3 membres. Et dans un second temps, il était fait exécutif là au deuxième courrier, côté que c'était un procès verbal qui était fait nous connaître que il y a 3 nouveaux membres qui nommés. Aujourd'hui, la situation c'est quoi? 3 premiers membres qui étaient là, ils ont été nommés au CEP par arrêté présidentiel. Et le bon arrêté présidentiel qui sortit, qui nommait mon dans le CEP, par aucune instance sous la terre bénite qui a retiré 3 membres dans le CEP. L'exécutif là a un pouvoir nommer, il n'a pas un pouvoir retirer. C'est ça que fait le CEP à venir indépendant. Donc, je dis, dans le cas CSPJ, c'est pareil. Il y a 3 membres qui étaient nommés, donc il faut qu'ils sortent. Donc, tout le monde, il y a des gens qui disent causer à beaucoup régler. Le problème reste entier. Le problème ne reste pas entier, en ce sens que si accord que nous avons aujourd'hui, nous avons gagné, dans un premier temps, les 6 membres de fait nommés, nous avons bien avancé. Ça qui est un problème dans aujourd'hui, c'est 3 nouveaux membres que CSPJ nommé. Donc, nous décidons, même à travers même accord ça, le Parlement et l'exécutif, nous décidons pour impliquer nous, pour entrer dans une logique de mettre à CSPJ pour résoudre le problème qui vient dans CSPJ parce qu'en problème, c'est dans le Parlement. Le Parlement résout le problème, donc pour un problème dans le CSPJ. Donc, à partir de logique, ça, nous pensons que si nous avons religion pour la paix, qui a servi de modérateur, nous avons engagement président républicain, exécutif là, nous avons engagement parlement, nous avons CSPJ, nous chita autour d'une table, on doit pouvoir trouver un consensus, un compromis. Et bien sûr, ni CSPJ, ni parlement, ni religion pour la paix, ni la présidence, pas qu'à retirer 3 membres de CSPJ. Mais on va rentrer dans une logique de voir comment la meilleure approche pour que 3 membres, s'ils devraient se retirer eux-mêmes pour permettre ça qu'on fait la fête. Alors, rapidement, avant de passer la parole à Martine, qui a une question aussi sur les élections, est-ce que, bon côté exécutif, là, tout, il y a un peu de pas, ou bien un peu de mouvement qu'on a espéré de lui-même du capable fait, pour les 3 membres été choisis, est-ce que c'est encore quelque chose qui est possible? Je dois te dire que, dans l'accord que nous faisons là, nous quittons vertu pour que l'exécutif là, qui a décidé de ça le faire. Parce qu'il y a des gens qui
bien sûr, proposer qu'il faut que l'exécutif fasse un bagage, mais choix 3 membres exécutifs là sont des bagages qui dépendent totalement de l'exécutif. Très bien, Monsieur le Président. Merci. Une question avec Martine. Merci beaucoup. Dans le meilleur des cas, l'année 2013 devrait être donc une année d'élection. Depuis que nous parlons d'élection, nous parlons aussi de l'argent. Est-ce que nous avons dit, est-ce que l'État haïtien a des moyens pour organiser l'élection? Ça y est, il a parlé de 36 millions de dollars pour organiser les élections. Donc, est-ce que moyens sont là? Est-ce que nous pouvons faire appel à la communauté internationale là pour aider nous à faire l'élection? Ça y est. C'est une question que je vais quitter PM répondre, mais ça me connaît sous lui. 36 millions de dollars, non, l'État haïtien n'a pas les moyens aujourd'hui. Cependant, nous avons mis partie par nous là-dedans. Si je ne me trompe, nous entendons pour nous mettre soit 10 millions, le PM pourra confirmer ou infirmer, et la communauté internationale mettrait le reste. Je vais vous dire qu'au niveau de l'élection, le gouvernement, le PM a eu l'idée de mettre sur pied, bien avant que nous ayons un accord avec le Parlement, une équipe, les pays amis, pour préparer pratiquement les élections. Donc au niveau argent, au niveau comment on va avancer, on est fin prêt. C'est une question de mettre sur pied seulement le Conseil électoral qui devra organiser les prochaines élections. Monsieur le Premier ministre. Et comme a dit le Président, bien avant toutes les négociations politiques, on avait pris la peine de mettre sur pied une commission mixte qui avait des membres de l'international, la communauté internationale, qui normalement en charge d'aider nous dans le financement de l'élection, dans la sécurité pour l'élection, dans la logistique élection, avec membres gouvernement et bien entendu nous discuter de budget qui est arrivé à 36 millions. Donc, la communauté internationale a demandé nous pour participer. Nous mettons de côté, Jean-Président dit environ 10 millions. Et bien entendu, il y a une série de l'autre étapes qui vous prendre, que nous travaillons sur. Il y a par exemple le ministère de l'Intérieur là, qui est pour travailler sur un plan pour l'élection, ce que vous faites. Nous avons ça derrière nous. Nous avons un calendrier d'étapes que nous mettons sous pied, qui fait. Donc, parallèlement à côté politique, il était important que côté technique, avancé comme ça qu'une fois que la politique paraît, eh bien, rapidement, avec la commission mixte, nous devons avancer pour la prochaine étape qui est indispensable pour gagner du temps. Parce que normalement, c'est un processus qui prend 7 à 9 mois. Donc, étant donné que nous gagnons temps, nous facilement gagnons 2 à 3 mois de gagner. Très bien. Donc, nous allons continuer à renforcer le processus. Et bien entendu, conditions beaucoup plus propices aujourd'hui, parce que il y a un accord là qui fait, et tout applaudit l'accord qui fait, même si certains gens doivent critiquer, mais son gros pas en avant qui prend là. Et Jean que me dit de tous côtés, Jean que le président dit, il faut que c'est dans le dialogue et c'est d'être ensemble pour nous résoudre le problème. Parce que nous avons 10 millions d'Haïtiens qui dépendent de nous pour prendre de bonnes décisions. Et là, il y a un leadership qui prend, un accord qui joue. Donc, je vais me concentrer sur le côté positif question. Côté que nous jouons un accord, qu'on a là, on nous met côté technique là, ensemble avec politique là, pour avancer et cap sur les élections. Merci beaucoup. Alors, nous allons entrer dans notre question, Monsieur le Président, même si la question ça semble dirigée vers le Premier ministre, en même temps, mais qu'on a opinion sur lui même tout. En 2012, à la fin de 2011, votre administration, Monsieur le Président, avait prévu une croissance pour le pays de 8%. Et apparemment, nous n'avons pas atteint une croissance ça. Et même au niveau de la communauté internationale, l'analyse a montré que nous n'avons pas atteint une croissance ça. Maintenant, qui ça nous le fait pour en 2013, nous sommes capables de relancer la croissance économique là? Bon, il faut dire, premièrement, nous pas atteindre croissance là, dans le même rapport qui dit que nous pas atteindre croissance là, il y a raison et tout. Pendant qu'on fait des efforts pour que vous atteindre croissance là, parallèlement, il y a une sécheresse qui frappe. Parallèlement, il y a 2 cyclones qui ravagent. Donc, au fond bac, et le pire dans tout ça, c'est que comme nous avons injecté dans l'économie, justement, qui peut permettre que malgré tout,
nous rester plus près possible de croissance là, avec l'administration qui est lourde, avec le fait que nous ne pouvons pas éclater combattre sans que nous ne pas entrer dans des projets précis, concis. Croissance là vient pas salvadoyer. Donc nous-mêmes comme responsables, nous avons dit que nous ne sommes pas satisfaits. Mais comme responsables, nous ne pas paniquer. Parce que les fonds sont là, on va injecter ces fonds dans l'économie. Donc à travers reconstruction, à travers comme cap injecté dans l'agriculture, à travers comme cap injecté dans l'environnement et à travers création d'emplois différents côtés, on devrait normalement remonter la pente dans l'année qui s'en vient. Et justement, en parlant de croissance, nous associons forcément avec production nationale, là, on parlait justement d'injection de fonds. Qui est fort gouvernement pour le faire pour relancer la production nationale, là, tout dans le contexte ça? Là, on est dans un domaine que nous pourrons attaquer sérieusement d'ici 2013. Le ministre de l'Agriculture a présenté un plan déjà, côté que 6 plans à appliquer dans les 3 ans cap venir. Bon, il y a un point qui est essentiel, c'est que là, on a parlé de relance et depuis qu'on a parlé de relance, on a parlé de création d'emplois. Et depuis qu'on a parlé de création d'emplois, il faut nous réaliser un bagage. Le gouvernement haïtien, aujourd'hui, on a fait face à un chômage de environ 75% de population qui est dans le chômage. Donc là, on prend nombre de Haïtiens qui à l'âge de travailler ou gagne environ 4,5 millions de monde pour bailler job. Le gouvernement haïtien n'a pas de moyen pour bailler 4,5 millions de monde job kounya. Il est essentiel que nous rangions 4 des affaires là, pour que secteur privé local là et secteur privé international là, lui-même, il gagne moyen, il joue un cadre attractif pour le capable de créer emploi pérenne. Donc, le gouvernement, qui ça que nous fait en 2012? Pour parler à un problème, le gouvernement a créé environ 71 000 emplois à travers 3 agences principales. Donc, à travers agences, nous venons créer des emplois à court terme. Mais nous comprenons que ce n'est pas ça que réponse à moyen et long terme. Réponse à moyen et long terme, c'est justement, Jean-Président dit, Haïti ouvert aux investissements. Donc Haïti ouvert aux investissements, il prend des changements de base. Nous avons un code d'investissement qui plus, exactement, qui est plus ouvert pour investissement. Donc nous avons 15 ans, par exemple, côté que l'investisseur à l'entrée, il n'a pas besoin de payer aucun impôt. Nous bali toute qualité de facilité. Je dis à ministère de l'économie et des finances, là, travaille tout pour capable ajuster le plan, pour que le secteur travaux publics, pour que le secteur agricole là, plus bénéficier de qu'on investissement, ça pour attirer plus d'investissement. Mais, il y a une chose que faut nous clair sur lui, c'est que tout autant que Haïti pas arrangé 4 des affaires là, tout autant que nous pas bail investisseurs opportunité pour ouvrir un business. L'autre jour, je vais bon exemple. Il y a un investisseur qui vient ouvrir une boutique dans l'aéroport. Il vient mettre 2 millions de dollars américains. Boutique que nous avons à l'arrivée, elle coûte 2 millions de dollars américains. C'est un investisseur qui est pratiquement tout l'aéroport aux États-Unis. Mais, qualité de difficulté que lui joue pour ouvrir cette boutique, ça, il coûte plus de 35 000 dollars américains pour ouvrir ce business à nous là. Et il prend toute qualité de problème. Il faut que nous chita. Pour nous ranger 4 des affaires, là, pour nous faire plus facile, pour ouvrir un business. Donc, c'est pour ça que nous travaillons avec le ministère du Commerce, avec la commission présidentielle sur l'investissement, sur renforcer CFI, pour que sur Internet, ou qu'à ouvrir une compagnie en 10 jours. Donc, c'est ce qui a commencé. Nous commençons à faire un registre électronique là. Donc, il faut avoir un registre de toute entreprise. Ça, c'est la première étape là. Deuxième étape là, c'est réunir 14 étapes pour ouvrir une compagnie, mettre sur Internet pour permettre aux investisseurs
ouvert une compagnie avec un coût réduit. Si vous permettez, très bien pour cette facilité, pour nous permettre que nous venions investir, mais moi je me demandais, est-ce que nous avons des avantages aussi qu'on a profité, des avantages fiscaux par exemple? Est-ce que des périodes de grâce fiscale, si nous avons comme ça, nous avons faire des investissements tant nationaux qu'internationaux, pour notre, parce que autrement, si vous permettez, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, on peut croire que le slogan Haïti Open for Business, c'est un slogan, ce n'est pas une vraie politique. Même avant d'aller au niveau des avantages fiscaux, il faut nous faire un lobbying, tout sous-traité que nous gagnons avec les États-Unis, qui c'est plus gros marché là. En ce qui a trait à la loi, européenne loi, ce sont des lois qui permettent tout, au niveau textile par exemple, ou confectionner ici, ou exporter aux États-Unis sans payer taxes. Mais le fait qu'on va payer taxes là, pour les gens qui va vendre aux États-Unis, son façon de faire plus comme. Donc, on compare en Afrique là, et puis le veut confectionner en Haïti, justement, Caracol par exemple, parce que le bon intérêt, qui est intérêt, l'aile fait en Haïti, elle ne va pas payer taxes. Donc, tout ça, c'est des bagages que nous devons faire promotion de eux à travers nos ambassades, nos brochures, et nous avons participé dans tout sommet pour nous dire, ce sont des incitatifs, c'est justement bagages, le monde n'a pas d'information ça, il dit, ah, bon me passer par Haïti parce que nous avons un avantage. Et à part que, bien sûr, il y a des incitatifs fiscaux, côté que il y a des gens qui payent notre tout à l'heure, ou qui jusqu'à 15 ans, on va payer taxes. Donc, il y a plusieurs gens qui rendent le cadre la plus attrayant, justement, pour que l'investisseur qui viennent par ici. Et pour m'ajouter sous sa présidente, parce que là, nous parlons de problèmes, mais il faut nous parler tout de réalisation 2012. Parce qu'en 2012, là, où est que Haïti, nous avons un parc industriel qui est plus moderne dans le Caraïbe, qui n'est pas Caracol là. Nous avons 3 clients dans le parc là, aujourd'hui. Nous avons CA, qui est une plus grosse entreprise de textile de la Corée, qui a opéré là, qui a investi environ 78 millions de dollars dans le parc là. Nous avons Peinture Caraïbe, qui sont entreprises haïtiennes, qui commencent à fonctionner de là. Nous avons une entreprise dominicaine textile tout, qui ouvre porte dans le parc industriel Caracol. Parc là, il parle dans la deuxième phase. Nous allons continuer à construire et factory en dedans. Et Jean-Président dit, nous avons un bagage que un pilote pays au monde pas gagné, qui c'est accord Hope Help avec les États-Unis. Donc là, par exemple, nous partis, président fait le Japon, moi fait le Vietnam. Vietnam, son pays qui a exporté 17 milliards de dollars de textile. Nous disons, pour ça, va venir ouvert dans Caracol, parce qu'on a l'infrastructure physique pour accueillir l'investissement. Donc ça, il faut qu'on ait un ouvert business là, ici là. Et c'est là qui point que faut que nous travaillons sur l'IA pour qu'en 10 jours, pour le cas prouver. Nous avons tout, parc industriel et Sonapi, que nous avons rénové. Nous avons un nouveau parc industriel dans le monde Cabrit que nous avons mis sous place qui va créer plus que 4000 emplois. Donc, et ça, il a commencé à construire déjà. Il y a un pile avancé fait. Si vous regardez dans le secteur touristique, là, par exemple, on a parlé de croissance, on a parlé de création d'emplois. Secteur touristique, là, Haïti, on a regardé juste après le tremblement de terre là, où tu es venu en Haïti, mais tout l'hôtel est écrasé. 2 ans après, non seulement un pile dans l'hôtel de Guintan rénové, mais ou bien des chaînes internationales qui viennent en Haïti, ou bien occidental qui viennent, ou bien Marriott qui fait couvert pour faire l'hôtel de 175 chambres, ou bien l'hôtel El Rancho à Caboué ouvert, ou bien Best Western Caboué ouvert. Donc, secteur touristique, là, son secteur porteur que lié, parce que là, on a parlé de Haïti Open for Business, il faut que chambre l'hôtel tout, pour que les gens qui viennent faire business dans le descendre, pour être capable de venir rencontrer investisseurs, nous franchir étape ça. Une autre bonne nouvelle, nous avons élaboré sur le PM, autant qu'au niveau de croissance, on n'a pas atteint, mais il y a d'autres indicateurs qui ont un sens positif pour nous. Par exemple, nous avons doing business, on a fait de 10 points, comme ça, non? Absolument. Donc ça encore c'est une bonne nouvelle. Parce que les gens qui ont besoin d'investir en Haïti, ils montent sur Internet, ils font recherche, ils voient qui gens doing business en Haïti, et puis vous voyez que nous avons amélioré les conditions. Ça veut dire beaucoup parce que nous disons que Haïti is open for business. Si nous disons, il faut nous mettre un bagage en PDS en Abdia, et il y aura que 4 des affaires, et rendre plus attrayant,
l'a pas avancé. Nous marquons point là-dedans. Et on a parlé en pile tout à l'heure de tourisme, nous allons retourner sur l'État là avec lui, mais nous avons parlé de l'effort qui fait tout pour intégrer la diaspora haïtienne dans le développement économique national. Là. Nous connaissons que la diaspora a un point important dans l'économie et qui ça nous est-ce que déjà nous satisfait de ça nous fait avec lui pendant l'année ça et qui ça nous prévoit faire avec tout pour permettre de participer plus dans le développement national là. Bon, un point qui est important, c'est premièrement reconnaître la valeur que la diaspora a gagnée en Haïti. Parce que en pile l'autre gouvernement est passé et pas vraiment reconnaître la valeur diaspora, et pas vraiment la diaspora respect que vous méritez. Donc avec politique président Martelly, premièrement, diaspora, là nous te voyagé l'autre bord, il te demandé deux bagages pour te venir investir. Premier bar là, il te demandé question de nationalité. Il voulait sentir que les Haïtiens à part entière. Je dis, ça a passé de rêve à réalité en 2012. En 2012, tout, nous travaillons avec diaspora. Le président fait plusieurs voyages en diaspora. Moi-même, fait plusieurs voyages communication avec diaspora pour nous montrer l'effort qu'a fait. Dans ce sens-là, diaspora a contribué directement à développement économique pays. Nous avons besoin de continuer sous même ligne. Parce que nous pensons que dans un pays, côté que une population qui a injecté plus de 2 milliards de dollars par an dans l'économie, il faut chercher des moyens pour nous canaliser pour que 2 millions de dollars ça vienne tourner ou 2 millions de dollars qui a servi directement à développement pérenne pays. Donc, en termes de avancement pour diaspora, nous, le ministère diaspora, a plusieurs événements que vous fait avec diaspora pour sensibiliser. Deuxième point que je demandé, c'est question de sécurité et kidnapping. Pour être venir. Donc pour ça, il y a d'énormes avancées faites. Il y a un plus grand gang kidnappeur qui est démantelé. Il y a un deuxième gang qui est légèrement plus petit qui est démantelé. Moun sa yo en bas code et nous fait plus que 25 séances CSPN alors que normalement on supposé faire un CSPN chaque 3 mois, donc 4 par an, nous faisons 25 en 7 mois. Donc nous prenons la question de sécurité au sérieux, nous renforçons l'équipement de la police pour la police qui a plus de sécurité. Pour la première fois, la police n'a pas même de balle, je veux dire, il y a balle, il y a un nouveau armement. Donc il y a un peu d'effort qu'a fait sur la sécurité. Est-ce que l'insécurité va disparaître d'un jour ou l'autre? Absolument pas. Est-ce qu'il y a d'énormes efforts qu'a fait? Absolument oui. Donc, ça, c'est conditions que la diaspora a demandé pour retourner dans le pays. Nous avons créé des conditions, donc nous avons travaillé tout. Côté que, par exemple, dans le bureau Premier ministre, dans le bureau président, il y a un pile de monde de diaspora qui servent de conseiller. C'est ça que je t'ai demandé, qui j'en nous intégration diaspora? Bon, en termes d'intégration, nous avons créé un programme spécifiquement pour certains membres de la diaspora. Nous avons eu une rencontre avec un groupe important de diaspora dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Côté que dans le cabinet, nous créé certaines positions justement pour les membres de diaspora qui veulent venir retourner, pour venir retourner. Il y a un pile de monde qui fait de brillantes études, qui joue une place dans le cabinet, ministère de planification, dans le cabinet et bureau Premier ministre, et dans différents ministères, on a continué à créer des places pour que soient capables de venir investir. Mais ça, nous voulons investissement de base, tout. Nous voulons que vous preniez un risque. Tout. Mais est-ce qu'on a offert tous les mêmes avantages que nous avons offert à investisseurs étrangers? Absolument. Depuis que nous pas fait, au contraire, si nous voulons investissement, nous pas faire discrimination de qui investisseur qui va venir. Au contraire, diaspora c'est pour le premier investisseur cible. Parce que c'est là qu'il veut tourner, c'est là qu'il veut investir. Donc, mais j'aime dire, tout investisseur a pour prendre un risque. Nous-mêmes, nous avons des conditions minimales que nous avons, que nous avons gourmet pour nous bailler, mais il faut que l'investisseur comprenne qu'il y a des risques pour prendre. Monsieur le Président. J'aimerais ajouter qu'au niveau du gouvernement, puisque le chef du gouvernement est en train d'appliquer la vision du président, nous mettons sous pied un bureau tout que nous appelons le bureau de liaison avec la diaspora. Côté que nous avons une jeune femme qui appartient à la diaspora, qui travaille avec un pilote officiel haïtien qui appartient à la diaspora, donc qui a contact déjà. Et
bureau ça a facilité justement que officiels d'abord, puisque officiels ce sont des élus, donc responsables des communautés, côté que les Haïtiens vivent. Officiels d'abord dans un premier temps après réunis, parce que le dernier voyage que nous avons fait dans le rencontre de diaspora, nous avons rencontré tout officiel ça et tout. Et il faut dire, eux-mêmes, ils ont servi de porte-parole pour le gouvernement, tout, parce qu'avant tout, dans ce sens, c'est Haïtien. Donc je dis à qui ça nous demande? Que vous pas attendre que Haïti baille seulement. Que Jean-Pierre n'a pas dit à l'heure, n'a pas d'importance, mais il faut même bailler plus d'importance. Moi, le bon, diaspora a injecté 2 milliards de dollars en Haïti par année. Mais c'est presque budget Haïti. Mais l'organe des gens injectés là, vous voyez me d'accord qui ça le servi. Parce que vous mettez pas 50 là, pas 25 passants. Vous voyez petit l'école, des fois, si vous n'avez pas l'école, vrai. Alors qu'on y a, nous demandons, puis au Chita, diaspora ça, puis organiser. Voici même 2 milliards de dollars ça. Si on entre nous l'autre gens, qui ont le sens développement en Haïti, il y a fait plus que l'État haïtien. Nous proposons peut-être des moyens pour canaliser l'argent ça. Nous ne pouvons pas entrer dans ce système ça, parce que le système ça a été essayé déjà, et puis il était fait que diaspora, il devient un peu Haïti. Nous devons organiser tête. Organiser tête. Et puis, par exemple, nous avons un exemple, nous disons pour que ça, c'est pas eux-mêmes qui viennent faire le highway de la diaspora. Moi, avec tout depuis le sud bassin, les montées virées, passer dans le nord, et puis c'est à faire par eux. Collecter tout encore faire d'autres projets. Donc nous voulons que la diaspora lui-même, que l'impliquer, pas impliquer simplement financièrement, il y a gain expérience, il y a expertise, il y a connaissance, il y a gain technologie à notre bois, puis monter de grands plans, faire de grandes planifications et bien entrer, venir aider nous dans le développement réel. Merci, M. le Président, M. le Premier ministre. Tout ceci est très beau dans les projets, mais nous connaissons conditions de croissance, conditions de développement, conditions de progrès autour, liées à des questions techniques, c'est vrai, mais politiques aussi certaines fois, c'est-à-dire la sérénité gouvernementale. Est-ce que Haïti a rentré dans une période de stabilité, pas bien un gouvernement qui a changé de temps en temps, etc., qui a une image d'instabilité, la stabilité politique, l'harmonie entre les pouvoirs de l'État, etc. Est-ce que vous, en tant que président de la République, vous êtes prêt à voir ces objectifs-là pour permettre la stabilité et la sérénité qui puissent attirer effectivement les investisseurs, tant haïtiens à l'étranger ou étrangers? Certainement. Mais je dois vous dire aussi, il faut me dire que on a une logique que il y a des cas en Haïti. Mais je dois avouer aussi qu'ils sont rares. Ils sont rares. Et dans un premier temps, ONG, tu prends tout le monde qui était solide. Tu as moyen de payer. Je dis à l'État vient fragile parce que justement l'État n'a pas gagné capacité ça à service. Donc je dis à chaque fois que nous pensons PMNA que nous avons même si nous mettons lié et nous pensons que nous avons monde qui a fait la plus bien parce que l'objectif là c'est voir plus de résultats, plus vite et meilleure qualité de résultats, nous avons fait tout changement que vous faites. Mais changement ça ne veut pas dire que vous avez une instabilité politique pour autant. D'ailleurs, même quand au niveau de croissance, là, que vous tournez sous les on n'a pas atteint notre objectif, ça ne dévisé, il y a un peu de travail qui est réalisé. Il y a une continuité dans l'objectif, dans ça nous visé, il y a une continuité. Au niveau de l'éducation, nous disons qu'on réforme, on sentit que la réforme n'a pas avancé. Au niveau de l'emploi, au niveau de l'énergie, au niveau de l'environnement, l'état de droit, donc une continuité dans ça nous le faire. Et tout autant d'avoir un résultat, on a continué. Et même ajuster, même de support international là, au niveau de cadre, justement, pour qu'ils viennent accompagner nous, pour nous voir un résultat de besoin. Parce que pour nous, ce n'est pas bon gens, c'est bon gens résultat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Justement, vous énumérez plus ou moins 5 E prioritaires de programme. Qu'on a si nous rentrer dans l'énergie, nous connaissons que l'énergie pour rentrer dans toute classe sociale, dans toute couche population. C'était une promesse électorale. Est-ce qu'on a dit nous, ou même qui j'en senti par rapport à la promesse ça, est-ce qu'on plus ou moins satisfait de ça nous atteindre aujourd'hui? Moins satisfait, quoique son plan que nouveau DG EDH a mis sous pied. Un plan qui m'a demandé pour identifier fonds surtout, c'est difficile avant qu'on applique. Mais déjà, on sentit qu'au niveau de remonter, on série de réseaux et on est sur de centrales qui étaient dysfonctionnelles, il y a un pile d'efforts qui fait. Au niveau de le grand cyclone qui passait demain matin, réseau a été remonté ou bien centrale là, rebalancé, il y a un effort qui fait. Au niveau de programme, bon la vie, 200 000 familles qui supposaient avoir une énergie électrique. Non, et avant 2016, c'est encourageant.
me fait 2-3 tournées, côté population, moi, des courants, moi, relais EDH et rapidement travail la fête, ça fait dans Sodo, ça fait Las Caobas, donc, Jérémy, donc c'est pour me dire que une dynamique côté que nous voulons faire service là. Donc, le Premier ministre est très impliqué. Est-ce que nous envie mettre, c'est-à-dire profiter de l'énergie solaire? Parce que nous en Haïti quand même, ne pas parler de ça. Certainement, nous en Haïti, mais nous-mêmes pendant Haïti solaire, là, nous n'avons pas expertise là. C'est pour ça que là en Espagne, par exemple, parce qu'ils sont des experts en énergie solaire, nous parlons de ça, nous parlons de éolienne tout. Mais éolienne, nous venons regarder, autant d'éoliennes intéressantes, les bon marché, investissement lourd, mais les bon marché sur le temps. Et parce que vent, ou ça c'est gain, mais même l'orient éolienne, il faut qu'on backup quand même. Parce que le pas de vent ou pas de courant. Donc éolienne est moins intéressant. Donc le Premier ministre, avec DG, avec ministre Énergie, il a toujours rencontré différentes compagnies qui ont fait des propositions, des plans. Nous avons une jeune directrice là qui est très engagée, très dynamique et bien préparée tout. Et cap travail, donc moi qui suis secteur non mais yo, par contre si PM non des bagages précis, je connais que nous travaillons sous PEDIC pour PEDIC à rejoindre toute capacité pour le travail 30 MW qui supposé là, des fois là 10, des fois là 15. PM, tu as des Merci président. En termes de politique énergétique, le gouvernement mettait l'énergie à tant qu'une priorité. En 2012, nous avons un ministre de sécurité énergétique qui nous met pour travailler sur le problème secteur. Nous redynamisons EDH avec un directeur général qui est très compétent, qui lui-même vient avec un plan de sauvetage. Mais ça que nous héritons dans EDH, nous héritons une compagnie qui est en faillite. EDH a perdu 18 millions de dollars américains tous les mois. Ça veut dire que sur chaque 100 dollars que EDH alors, EDH a 3 fournisseurs privés qui ont balle courant. Ils reçoivent une facture de 100 dollars américains de 3 fournisseurs. De 100 dollars, ça, EDH réussit à recouvrir dans mes clients 19 dollars. Ça veut dire qu'il y a 81 dollars que le perdu sur chaque client. Qui vient faire nous perdre 18 millions de dollars américains par mois. Chaque mois, EDH gagne environ, nous avons dit, il vient dans une situation côté que il n'y a pas, à part de PELIC qui produit, toute génération faite par des compagnies privées qui chargent EDH en moyenne de 30 à 38 centimes par kilowattheure, alors que EDH a pour vendre à 27. Donc en partant, EDH saute en bas. Donc c'est ça que nous faisons. Nous travaillons justement pour nous changer barrière. Nous travaillons avec EDH, avec fournisseurs privés, pour que l'État, à ça, nous prévoit 200 millions de dollars de subventions. Juste de subventions acquiescent à la société privée. Pour fournir plus courant. Pour fournir même courant. Pas plus. Pour fournir même ça que vous fournissez aujourd'hui. Je n'aime que vous expliquez le plus bien. Vous dites le EDH recevoir en bas de 200 dollars, il collectait 18 dollars. 19 dollars. Mais il faut qu'on dise tout que EDH pas l'argent pour le dépenser. C'est l'État qui paye à EDH l'argent, nous couvrons EDH. Nous subventionnons à 200 millions de dollars là. Pendant de mettre 200 millions de dollars dehors pour nous vendre courant, pour nous acheter courant, pour nous revendre, nous revendre. Déficitaire. L'entrée 2 fois 18. Mais l'entrée 36 millions. Nous mettons 200 millions dehors, on traite 36 millions. La perte. Est-ce qu'il faut privatiser les entreprises? Est-ce qu'il faut privatiser ces entreprises? Bon, ça que. Alors là, bon contexte là. Parce que ma bon contexte et ma bon ça nous fait et ma bon ça nous bral fait. C'est ça. Donc contexte là c'est que nous jouons une compagnie qui est en faillite totale. Nous jouons l'État qui a subventionné à hauteur de 200 millions de dollars là. Et nous jouons pas même des compteurs car les sociétés privées pour nous calculer les factures que tu as envoyées par nous. Là nous avons mis 2 compteurs, nous une troisième compagnie pour nous mettre un compteur. Nous travaillons tout pour nous renforcer EDH. Et nous sommes alloués plus de 45 millions de dollars américains pour que EDH lui-même réussisse à ranger tout réseau. Et non seulement réseau, mais Delco qui est en panne. Il y a un paquet de Delco qui est en panne. Si nous réussissons moteur en panne, si nous rangeons moteur avec Delco, automatiquement, vous pouvez passer de 14 heures
Ou t'es à 14 heures de temps qu'on a à 18 heures de temps. Ou elle passe de 18 heures de temps à environ 21 heures de temps par jour. Cependant, on a perdu toujours. Donc, il faut que nous regardions les politiques commerciales là pour réduire la perte. Il y a un vol d'électricité qui a fait tout dans Cumberland, ça a son gros problème, tout qui n'a pas travaillé sur lui. Mais, qui ça que, après héritage lourd, ça, qui ça que nous fait? J'aime dire, nous travaillons avec institutions internationales, telles que la Banque mondiale, par exemple, lui mettait 90 millions de dollars pour ranger les réseaux sous prochain 24 mois. Dans Petro-Caribé, nous avons alloué 45 millions de dollars pour nous capables de ranger Delco et DHO. Nous travaillons avec tous les sociétés privées pour nous capables de renégocier le contrat avec eux, pour que le contrat vienne plus favorable à l'État haïtien, pendant que nous continuons de travailler avec eux. Premier ministre, une question justement. Et citoyen lui-même, il tendait justement que bailleurs de fonds, eux-mêmes, ils mettaient l'argent dans le domaine énergie et on connaît eux-mêmes toujours insatisfaits. C'est naturel même. Il n'y a pas tout à fait, ouais, et nombre d'heures de temps de courant que tu as souhaité gagner. Est-ce qu'on a dit nous justement pour 2013, qui sont à dit citoyens ça par rapport à tout effort qu'on a fait pour augmenter concrètement l'heure de distribution d'électricité? Concrètement, nous passons de 14 à 18 heures de temps journée aujourd'hui dans la zone métropolitaine. Concrètement, ce que nous avons fait, c'est que nous avons cherché de nouveaux partenariats. Parce que nous sommes conscients que EDH seulement couvre 24% du territoire. Donc, il y a 76% du territoire qui peut couvrir avec courant. Donc, et nous ne sommes pas en mesure, vu le problème et les ressources que nous avons dépensées juste pour nous couvrir 24%, nous n'avons pas les moyens pour nous couvrir 76%. Donc, il faut que nous fassions des partenariats publics-privés. Là, nous négocions avec une plus grosse compagnie en Amérique latine, une compagnie colombienne, pour que les villes fassent un projet pilote dans la ville Jacmel, côté que la ville nous partenaire avec EDH, côté que la produit, la mettez réseau de distribution et puis la mettez des compteurs prépayés qu'à chaque monde, et puis chaque monde a acheté des petits câbles de 100 gouttes, de 250 gouttes, pour remettre sous compteur, pour remettre courant à la caille. Et ça, c'est un projet qui finance totalement par la compagnie qui a venu. C'est comme le téléphone cellulaire. Exactement, même avec le téléphone. Donc ça, c'est un modèle son modèle pilote que nous allons commencer dans Jacmel, qui ne peut pas coûter l'État rien, qui ne peut pas déstabiliser rien. Au contraire, dans la fin de journée, peuple Jacmel là, a besoin de courant. Donc, on fait ça à marcher, nous allons répliquer le modèle ça dans différentes villes pays, avec des compteurs prépayés. Madame mérité trop sur question ça, par contre, c'est le président Abdoulaye Bagazou, parce qu'il faut en avancer. Seulement que l'État a fait effort parler, mais n'a pas saisi l'opportunité ça, puisque nous gagnons pour nous dire clients, consommateurs, tout, il faut le payer. Ouvre les services là, n'a pas effort pour nous barrer, mais il faut payer. Si pas payer, nous ne pouvons pas barrer encore. Donc c'est un problème que EDH gagne. Il est avec EDH lui-même tellement faible que même il va même collecter, ça c'est notre problème. Mais nous avons dit, même si pour y aller payer, parce que ça n'a produit, nous-mêmes nous obligés de payer. Donc nous avons dit, consommateur, paye bon. Mais toucher rapidement dans l'autre 5E, puisque Martine t'a soulevé la question de 5E avec le président de la République, qui était base campagne électorale. Avant de poser la question, nous avons aimé dire que 5E, ça ce n'est pas 5E président Matéli. Nous avons pensé que c'était 5E. C'est pendant que je suis arrivé devant le pape. Et puis le pape dit, moi, au courant de 5 euros, mais 5 euros, ça va pour universel. Tout côté sous la terre, 5 euros, ça est important. Très bien. En parlant de ça, avant d'entrer dans 5 euros, on l'autre E avec vous. Moi, donc, question très personnelle, Monsieur le Président de la République. Vous rencontrez le pape Jean-Paul II. Le pape Benoît XVI. Je m'excuse, je ne vais pas réveiller ni ressusciter le pape Jean-Paul II. Il était béatifié déjà d'ailleurs, il est déjà ressuscité. Très bien. Bref, en tant qu'homme personnel, haïtien, et si vous permettez de m'évoquer un petit peu ancien musicien, artiste, vous rencontrez le pape. C'est un personnage mythique. Et en tant que président de la République, vous rencontrez qui ça très personnellement, ça peut être à vous-même. Est-ce qu'il va l'inspirer d'autres bagages non même qu'on pas gagné avant peut-être? Bon, il faut me dire que moi j'ai grandi catholique de l'école Caille-Frère. Donc, déjà bon respect pour ce personnage. Et donc, arrivé devant lui, je me sentais tout petit. Ouais, son expérience particulière que peut-être pas qu'à décrire. C'est une balle pour vivre, mon pas qu'à décrire.
Est-ce que ça peut être important pour vous que tu aies rencontré n'importe quel président étranger? Chaque bagage a importance. Tout bagage est important. Fou mieux que là, on va contre Bruxelles là, on travaille là faire. Donc, tout bagage a importance. Et justement, c'est peut-être grandeur ça que j'aime réfléchir. Largesse l'esprit qui fait que moi, je me sens petit, mais moi, je me sens très confortable tout. Parce que dans le monde PAM, je voyager et je rencontrer bon seul pape, mais je rencontrer plusieurs moments déjà qui fait une profondeur, côté que je me sens petit parce que c'est le pape même qui est à l'aise. Je suis à l'aise dans rencontrer n'importe qui est, il pas Oui. Je pense que le pape, c'est un plus grand personnage que je me rencontrer. Parce qu'un président, par exemple, on a un jour dit, je saute dans le monde. Peut-être que c'est le monde musical là comme ça. Malaise avec le pape, malaise avec Bill Clinton, malaise avec Obama, malaise avec M. Lario, malaise. Donc, en tant qu'homme, je suis à l'aise de rencontrer lui, mais son expérience particulière, parce qu'il s'agit du pape, par exemple, même du président. Il y a un peu le président, il y a un plus gros pays, mais tous ces présidents. Mais il y a un pape. Ouais, donc c'était particulier. Okay. Alors, sur la religion toujours, une remarque qui fait d'ailleurs qui sortit dans la presse en Haïti qui montrait que vous visitez plusieurs religions. Où se situe le citoyen ou le président Martelly? Est-il catholique, protestant, adventiste ou... Bon. Est-ce que tu surnages au-dessus des religions Michel Martelly peut être n'importe quoi. Michel Martelly, l'homme, le président de la République est laïque. Le président de la République a pour devoir de veiller sur toutes les institutions, sur toutes les religions. C'est un côté que tout le monde en a évolué. L'espace est libre. Que vous vaudouisez dans les particules de nous, que vous êtes musulmans, que vous êtes catholiques, protestants, bon, bienvenue au pays. Et aider le développement, aider me former Timonio, aider me passer les concepts, les notions les plus importantes de famille, d'amour, de partage, de tête ensemble. C'est ça qui est important. Merci beaucoup, monsieur le Président. Justement, Monsieur le Président, on fait qu'apprendre nous là que Papla t'a dit que 5EA, c'est 5E universel qui n'est pas propre à Président Martelly seulement, et nous très contents d'apprendre que le t'a dit ça. Et justement, partie éducation, c'est qui sont éléments importants et qui tout à fait universel lui-même. Et il y a un chiffre qui a avancé 1 287 214 enfants qui ont été scolarisés grâce au SUGO. Est-ce qu'on a dit nous, est-ce qu'il y a des moyens pour vérifier en fait chiffre ça? Parce qu'il y a des gens qui disent, bon, quand les gens ça sorti, est-ce que c'est la première fois à l'école? Est-ce que c'est des gens qui étaient scolarisés déjà, que qu'on y a cette éducation gratuite pour eux? Qui gens nous sommes capables d'expliquer mieux la population chiffre ça? L'on prend un chiffre en lui-même, on voit que le précis. Là, environ 1 million, 1 million 200 000, 1 million 287 214, il y a 215 ou bien, bon, il n'y a pas arrondi le pour. C'est un chiffre qui sortit dans le ministère de l'Éducation nationale, là, on finit de compter le nombre de gens que l'État paye pour eux. Et 1 287 214 gens, nous avons non chaque timon, nous connaissons qui l'école parce que l'État prend les gens en charge. Donc, pour répondre à la question, on va vérifier l'éducation nationale. C'est de l'acquis, c'est du concret. Est-ce que le programme justement de prélèvement sur les transferts d'argent qui permettent que le programme ça existe et tout, fait par la diaspora, transfert va continuer? Transfert là continuer, au contraire, pour nous ramener périn, nous voyons loi, FNEA, dans le Parlement déjà, si je ne me trompe, je crois que c'est la Chambre des députés qui a déjà voté, le Sénat a beaucoup voté lui. Et c'est un compte qui est assez intéressant, il génère nous, jusqu'à présent, c'était quoi, 16 millions? Non, il y a deux sources d'entrée. Donc, il y a une première source là, qui c'est transfert, qui est 1,50 $, qui lui-même allé dans BRH, et qui est prélevé comme un frais de transfert. Et ça, il a rapporté en moyenne 800 000 $ le mois, chiffré dans BRH, et je publié même dans le journal. Ensuite, Conatel prélevé comme on surcharge sous communication, 5 centimes par minute. 5 centimes par minute, ça qui paye de l'autre bord à opérateur téléphonique, deux opérateurs téléphoniques à Conatel,
et de là qu'on y a là, d'ailleurs, il est dans le budget 2012-2013, donc il est budgétisé, et là, il est dans le trésor public là, qui a alimenté l'éducation nationale pour payer scolarité élèves SUGO. Donc ça, c'est pour le programme SUGO. Il y a un programme FNEA, les mêmes lois FNEA, sont lois que nous travaillons sur lui pour nous rendre non seulement le paiement scolarité à pérenne, mais pour ajouter tout, certaines autres taxes pour capable financer l'éducation si moun parmi lesquelles vous gagnez par exemple une taxe de 2% qui va l'ajouter sous question loterie, la loterie faite, vous va l'ajouter 2% de profit que BNC fait, par exemple, qui va aller dans fonds FNEA, leur créé. Donc, Jean-Président dit, fonds ça, il voté par la Chambre des députés, n'attend que le voté par le Sénat, pour qu'on y a là, nous ouvert Fonds national de l'éducation, qui a gagné un total de 8 différentes sources de revenus. Là, on a parlé de 2 sources qui alimentent le programme SUGOA. FNEA lui-même alimenté par 8 sources de revenus qui peuvent rendre le programme pérenne et qui peuvent agrandir assiette là pour que plus de monde capable à l'école, pour nous capable ranger, rénover l'infrastructure scolaire, pour nous capable ranger et rénover l'université, pour nous capable plus de monde manger et pour nous capable bien moyens de politique. Parce que là, on a parlé de. Le président m'a parlé de mettre l'école gratuit, mais c'est un programme qui coûte comme. Et il faut jouer comme là en côté. Parce que c'est pas mettre des belles paroles et puis après ça nous va appliquer. Là, nous avons un programme qui pérenne, et bien fait, et nous sommes capables de plus de monde bénéfice de l'éducation gratuite et de qualité. À 2 ans de mandat bientôt, est-ce que c'est plus grosse réalisation au considérez qu'on fait, le programme de mettre 1 million, plus de 1 million de petits à l'école, président de la République? Il faut admettre que nous avançons vite sur le programme ça. L'éducation, c'est une qui a marché plus bien. Oui, nous avons dit ça, mais il faut admettre tout que nous faisons des avancées extraordinaires dans d'autres domaines. Par exemple, retirer mon abattante. Son bagage qui en pile le monde est capable. L'homme est président et puis on va regarder mon abattante. Mon yo qui est en culture de joindre manger sous place, joindre boisson sous place, gratis, pas payer courant, et même leurs conditions pas ça, mais c'est bien des bagages qui étaient qu'à permettre de rester dans la situation et pour nous le bénéfice en si peu de temps. Il est vrai que il y a des camps que nous ne pouvons pas adresser, mais nous connaissons tout, nous faisons confiance, et nous connaissons que nous avons marché et retiré dans les conditions ça. Mais nous faisons des avancées dans différents domaines. Mais l'éducation, j'ai l'impression que là pour legacy, c'est une bagarre que nous avons quitté et qui a marqué. C'est pas ça. Très bien. D'ailleurs, on retourner avec vous sur question ça tout à l'heure, notamment sur reconstruction. Et pour nous connaître, est-ce que la reconstruction a marché? Est-ce que l'aide internationale arrive? Une seconde. I am 80. This is Eli Hamishin. This is Eli Hamishin. I'm Haitian. This is Haiti. Oui, c'est Haïti. Moi c'est haïtien, ça c'est Haïti. Ça c'est Haïti. Moi, c'est haïtien. Ça, c'est Haïti. Moi c'est haïtien, là c'est Haïti. Ça, c'est Haïti. Une fière que haïtien.
peut-être que n'est pas nécessaire pour nous retourner sur l'éducation. Hein. C'est le grand succès de Michel Martelly, président de la République. Mais l'assurance que chaque personne de ce pays veut avoir, c'est que son programme qui est capable d'exister, continuer au-delà d'un président, au-delà d'un gouvernement. Et ça, dans mes mots final sur le président de la République pour sûr que son programme qui pourra le tomber puis devant. Certainement, et PM n'a très bien expliqué tout à l'heure, elle parlait de différents taxes par exemple, qui sont dans la loi FNEA, de telle sorte que fonds sont toujours disponibles, fonds sont toujours là pour que le programme ça ait été périn. Donc, nous avons monté une structure pour ça, et il passait déjà dans la Chambre des députés, il s'agit que le Sénat a voté lui, et puis pour venir nous institutionnaliser. Ok. On entre sur de l'autre question rapidement parce que nous avons pile de temps encore qui était devant nous. Nous avons un programme social avec nous qui est lancé et c'est une question qui est adressée particulièrement à Premier ministre. Même temps, mais avec l'auto-président, ouais, question de diplomatie un petit peu plus tard. Si vous êtes un peu encore patient pour le faire, c'est très important. Maintenant, sur les programmes sociaux, il y a un pile d'efforts qui est fait pour distribuer, pour adresser les problèmes pour la population immédiate, ponctuelle que le gagne. Mais il y a des critiques surtout qui pensent qu'ils sont insuffisants ou qui est suffisant dans le thème de qui ça le capoter réellement pour améliorer la situation mondiale. Mais il y a des gens qui pensent que les trop multiplication de programmes, est-ce que finalement nous sommes capables de mesurer l'impact du programme ça, monsieur le Premier ministre? Absolument. Et Clarence, c'est moi merci pour la question. Parce que le gouvernement Martelly la mode là, et le président Martelly particulièrement, a insisté sur un fait. Le fait que les peuple haïtien, et surtout les peuple haïtien qui puis pas de moyens, ça pas rien dans même là, ça pas qu'à venir manger chaque jour pour manger, eh bien que yo gen droit tout. Parce que pendant trop longtemps, nous priorisons droits politiques peuple haïtien, mais droits sociaux, droits à gonti la manger, droits que le gouvernement pense à eux. Eh bien ça nous banaliser. Nous un pays côté que 5 haïtiens sur 10 à vivre avec moins que 40 gouttes par jour. Et ce n'est pas chaque jour venu. Donc c'est le gouvernement, un gouvernement qui a boumé pour créer une société plus juste. Un gouvernement qui a boumé, qui a pensé à droits sociaux, peuple haïtien. Un peuple qui a souffert en pile. Tout le monde a dit j'ai un grand goût dans la rue. Tout le monde a dit j'ai un misère. Mais qui ça a fait pour ça? Eh bien, le gouvernement, ça que nous faisons nous-mêmes pendant l'année 2012 là. Pour la première fois dans l'histoire du pays, et nous sommes un seul pays au monde qui peut mettre en place une politique d'assistance sociale. C'est ça que le programme aide les peuples. Son programme national d'assistance sociale qui a 13 sous-programmes là-dedans. Et c'est des programmes de base. Par exemple, le nom regardé programme Timaman Chéri. Qui ça que le programme Timaman Chéri a lié? C'est un programme pour que nous apprenons 100 000 mamans qui sont plus défavorisées. Des mamans qui ont petites, qui ont des problèmes, qui sont dans la misère, qui ont souffert, et puis le gouvernement lui-même, il reconnaît que les dans la misère a souffert, et bien il vient en aide à ça de manière directe. Il vient en aide à ça de manière directe, seul bagage, il fait là en condition. Il dit, maman, je viens en aide à vous, je vais rentrer dans le système d'assistance sociale, à une condition que je vais mettre un petit monde à l'école. Quand nous mettons dans le programme, l'école gratis. Donc, maman bénéficie de l'aide pour le capable lui-même, pour un outil qui choisit. Et puis, en retour, il faut que les petits gens dans l'école. En retour, la société a pour là, pour avoir un petit monde qui est à l'école, pour retirer leur vie jeune, petit monde dans une éducation, comme ça qu'il n'y a pas besoin d'entrer dans le gang, il n'y a pas besoin d'entrer dans le vice, dans le drogue, dans ceci, dans cela. Nous créer justement un système, une stabilité dans le foyer qui est capable de permettre maman jouer un petit qui choisit et petit monde à l'école. Ensuite, nous allons plus loin. Nous allons dans un programme de ça, les paniers solidarité. Et si vous regardez bien, les programmes ne sont pas des programmes simplistes. C'est des programmes qui ont des hautes portées sociales et en même temps qui investissent dans la relance économique du pays. Par exemple, lorsque maman joue un revenu, il dépense dans l'économie. Donc, il crée un essor économique. Programme panier solidarité, qui ça dit? Son panier qui permettent, d'adresser les problèmes au quotidien, et d'acheter manger dans mes associations plantaires, d'acheter dans mes paysans.
Bon, nous tellement acheté, nous pouvons pas jouer encore. Il y a des gens, par exemple, qui pensaient que tout programme ça fait un peu concurrence à des institutions publiques qui existaient déjà, des programmes qui existaient déjà, qui sont pensés de ça. Bon, mais même dans les réponses que en 4 mois après le programme a commencé, nous avons 62 000 mamans ont assistance directe. Dans toute base de données que nous regardons, dans tout programme qui existe, nous avons plus que 3 ou 4 000 mamans qui ont bénéficié, 3 ou 4 000 personnes qui ont bénéficié, et de manière archaïque et chaotique. Là, nous avons une base de données avec nom de bénéficiaire, avec numéro de carte d'identité, avec téléphone, avec fréquence que nous recevons bénéfice. Moi, je tout que nous distribuons 242 000 paniers de solidarité. Avant, je ne sais pas que le programme ça a existé, ou bien été fait de manière ponctuelle et pas de manière continue. Je vais ajouter, pays bien moins de problèmes. Pays bien moins de problèmes passés nous, il y a un programme ça. Le Mexique, le Brésil, Saint-Domingue. Ça veut dire que vous posez des questions parce qu'il y a des gens qui plaignent, il y a des gens qui ne comprennent pas. Mais les gens qui ont dit semaine ça, et politique bien fait. Politique bien fait. Et vous dites à peuple à Gangou. Bon, moi, je pose une question depuis une étape, je me pose une question. Et vous dites à peuple à Gangou. Moi, je réponds, est-ce que peuple à Gangou, depuis 1804, je m'occupe de là. Parce que ça n'a pas vous dire. Non. Situation économique mondiale, la vie difficile. Peuple a toujours Gangou. Et nous-mêmes, l'œil dit peuple a Gangou. Qui j'ai pour nous faire? Vite, dans le chiffre, pour nous, qui j'en ai amélioré les programmes sociaux, puis atterrir sous peuple là, puis bien. Donc, nous aimons les potes nouvelles, ça bon, nous ne pas paniquer nous. Mais nous, dans des cas, dit, c'est que les besoins. Parce que c'est la première fois, justement, que PM dit là, en population. C'est parce que nous-mêmes, nous sommes responsables de Dieu. C'est parce que nous conscients que par on va l'aborder tout de suite. Deux dernières questions. Très bien. Parce que, ok, j'y vais. Que ça soit le travail continue. La diplomatie est une question extrêmement importante. Vous avez beaucoup voyagé cette année, 2012. Évidemment, les déplacements, vous les justifiez vous-même de votre côté au niveau du gouvernement de l'administration, mais il y a aussi le public qui regarde. Il y a la société qui regarde un président qui voyage trop et qui se demande qu'est-ce que le président bénéfique pour le pays. Bon, premièrement, la remarque, le président travaille trop, c'est une impression. Voyage trop. Il travaille sans doute trop aussi. Mais est-ce qu'on dit que le président voyage trop? On dit que le président voyage trop, il dépense trop en voyageant. En fonction de quoi on dit ça? Les déplacements, monsieur le président. Mais est-ce que vous savez ce que ça rapporte au pays? On saurait dire que le président voyage trop. D'ailleurs, il faut savoir investir. Mon pas riche dans vous. Vous parlez de travail là. Vous parlez de travail, oui, il va payer au premier jour. Il va payer sous 15 jours, ou bien sous un mois. Des fois sous 2 mois. Donc l'homme président de l'autre côté, l'investit pour la vendre image pays, l'investit pour la rencontrer d'autres chefs d'État, l'investit pour la débattre, pour la mettre Haïti à niveau, sous 4 touristiques, sous 4 géographiques, sous 4 politiques. Parce qu'on nous dit, si vous n'avez pas un bon cœur, vous passez là où on a été, vous n'avez pas occupé. Si les hommes qui vivent occupés, eh bien, il faut qu'on compte mon Dieu. Donc, j'investis dans les voyages, je rencontre du monde. C'est parce que Haïti était investi en 1804. Venezuela, nous avons un petit coup de main. Qui fait que dire Venezuela, c'est de comme ça.
croyez que le Venezuela vient de où? 200 ans après eux, il faut qu'on investit. Donc, vous dire ça, on a fait, on a remetté Haïti sur la carte du monde. Nous vivons, on existait encore. Nous chita, nous bien, mon Dieu. Vous dire là, on m'a arrivé Michel, et puis Michel bien avec, et Hugo dit, compagnie de Michel, un problème. Ils vont là. C'est pas parce que Malé, c'est ça que m'a dit, aller pour tout le monde, c'est ça que m'a dit, nous parlons dit. Nous parlons dit. Nous avons l'autre Haïti. D'ailleurs, Haïti, je dis, c'est pas Haïti qui a calculé comme il dépense n'importe qui, non, parce que longtemps, Haïti va envoyer $1 pour Cuba qui a un problème là, qui prend un cyclone. Mais Haïti, je dis, malgré le bagage cob, nous assurons que nous demandons au ministre des Finances pour même si $30 000 pour nous envoyer Cuba. Parce que Cuba prend coup dans le cyclone là, et il y a une université qui crasait, dans l'université ça, nous trouvons près de 700 Haïtiens qui ont formation, qui ont une médecin. Donc, vous dire, si l'université a crasé, il faut Haïti, vous voyez, on $30 000. Même les $30 000, il n'y a pas qu'à faire un pile de bagaille. Eh bien, c'est Haïti, ça, nous voulons présenter, vous dire. Ce n'est pas en Haïti qui chita et puis c'est longer la main, c'est lui qui trouve victime, c'est lui-même, chaque fois, le bon bagaille, puis penser à lui. Mais vous dire, bon Haïti qui a bail, qui a pris, bon Haïti qui a mis à niveau. Et c'est ça, mon ne pas comprendre. Il y a des gens qui pensent, c'est parti aller à prendre la main et tourner avec l'argent. Depuis qu'il le. Bon, nous doit travailler, pas payer vite comme ça. Travail, oui. Il faut finir investir en vont toucher. Donc, vous présentez ces voyages comme un investissement. Non, attention, ça dépend du voyage. Nous avons un long voyage, $10 millions, nous donnons $10 millions. Nous avons un long voyage, je vais un jour dire, puis voyez ça en termes de, ça va le rapporter, niveau $800 millions. Je voudrais donner l'opportunité au Premier ministre de dire un petit mot aussi sur les voyages, parce qu'il voyage aussi. Oui, c'est le même contexte. PM, attends, PM, font un voyage dans le Japon, PM, nous dit là, si vous voulez dire là, dit, mais PM, nous dit là pour nous. Vietnam, dit le on va pas mettre prix sur lui. Et quel est ce deal? Bon. Merci. Vous quittez PM, comme c'est moi, mettez PM, bon, ça, là, ça fait pas lier, ça fait, donc, fait chez le bureau. Donc, merci, Président. En termes de voyage, même réponse à ça, c'est que nous vivons dans un monde qui est globalisé, je veux dire. Côté que opportunité d'affaires, opportunité d'investissement, opportunité d'aide, opportunité de quel que soit ça lié, c'est à l'étranger pour venir. Donc, vous ne dis pas, l'homme garde nous font analyse. Nous parlons que pendant les derniers mois, le président allait au Japon. Mais ici, on compte à tout de $6,5 millions en aide alimentaire pour du riz. Nous connaissons que le gouvernement a une politique de sécurité alimentaire. Politique sécurité alimentaire, ça, il mène le président au Japon, il mène moi-même au Vietnam. Pour qui ça? Pour qui bien simple. C'est que Haïti, je dis, on dépend de l'international pour beaucoup trop de choses. Mais en même temps, il faut que nous renforcions la production nationale. Mais bon tampon, et tampon, ça, il faut aller chercher de meilleurs termes dans l'accord que nous avons. Donc là, par exemple, nous prenons une politique alimentaire d'importation d'aliments, par exemple. Eh bien, nous allons chercher, à travers nos partenaires, à travers nos contacts internationaux, nous allons chercher de meilleurs termes pour Haïti. Le Vietnam. Le Vietnam. Nous allons au Vietnam. Pour qui ça dans le Vietnam? Parce que nous parlons avec partenaires, nous, Cuba, qui lui-même, stock complémentaire de du ça veut dire ça que pas produit la caillou, ça que vous importé, ils ont un accord préférentiel avec le pays Vietnam qui bat du à un prix qui est plus bas que le prix marché. Donc qui ça le problème en Haïti, je veux dire. Vous avez une sécheresse dans une ville, par exemple, et dans l'autre pays au monde, et puis le prix du riz a monté. Le prix du riz a monté, et bien l'importateur a l'acheter plus cher. L'obligé de vendre plus cher. Donc, prix du riz, sac du riz a augmenté. Et là, l'augmenté, elle a quitté des centaines de milliers d'Haïtiens sans la possibilité d'acheter du riz que l'on a acheté. Donc, avec le Vietnam, vous avez trouvé cet accord? On a négocié un accord préférentiel avec eux. Côté que l'accord préférentiel, ça, c'est pratiquement le même terme avec Cuba affilié. Donc, on va commander à un prix préférentiel, ce qui va permettre nous de sous une période beaucoup plus longue, prix du riz à un prix stable. Donc ça fait partie de la politique de stabilisation de prix. Vous savez que nous avons une commission de stabilisation qui a fait des recommandations
Une recommandation, c'est que nous trouvons vulnérables par aucun stockage du riz. Nous sommes une seule pays au monde, côté que pas un stockage de grains, pas un stockage de manger. Donc chaque fois que manger a augmenté, on est obligé de commander un bateau, donc on achète le pichet. Donc là, je vous dis, nous pouvons investir dans le stockage, nous mettons dans le fonds Petro-Caribéen pour nous faire un stockage qui va permettre de nous stocker plus de 30 000 tonnes d'aliments qui pourraient rendre le pays moins vulnérable aux fluctuations de prix sur le marché international. Monsieur le Premier ministre, toujours dans le cadre de la diplomatie des affaires, et qui ça qui fait tout avec pays étrangers pour faciliter exportateurs nous parlons en pile de ça qui a rentré et nous connaissons tout que commerçants industriels tout en remet que grand pile travail qui fait pour eux même tout y aller dans le marché ça par exemple au niveau de la CARICOM, qui ça qui fait pour faciliter que nous même tout n'allons dans le marché ça Il y a un pile bail qui a fait pour faciliter exportation à partir d'Haïti. Mais il faut me dire tout que je voulais dire par exemple, Haïti, par exemple, dans la production café, nous pas produit assez pour satisfaire la demande locale. Donc nous sommes obligés d'importer. Donc là, ça m'a fait par exemple, pour question du riz, nous avons cherché des accords pour que du riz haïtien, qui soit du riz qui est excellent, qui soit du riz organique, pour nous entrer sur le marché organique, en pile dans le pays de CARICOM, en pile dans le marché nord-américain en tout, pour que nous soyons capables de réussir à exporter du riz. Même j'ai avec Mango, c'est une barre que nous discutons et tout. À chaque voyage que nous allons, et encore une fois, ça vient tourner sur question de voyage là. Si vous n'avez pas d'interlocuteur, quand on va parler, on va discuter, on va négocier pour défendre le produit haïtien, là, c'est difficile pour nous voir une place sur le marché. Parce que c'est un monde compétitif. C'est ça. République dominicaine, même bagaille. Il y a une commission mixte bilatérale là, que le président, avec nous font remanier là-dedans pour nous redynamiser, pour que justement, nous avons besoin de côté pour produire nous passer. Il y a 1,2 milliard de dollars d'importation de l'agroalimentaire qui sortent dans le pays ce domaine. Nous demandons tout dans la prochaine négociation pour mettre les produits haïtiens en place. C'est ça. Très bien. Bien sûr, on plaidoyer qui a fait tout à niveau ça, surtout au niveau de CARICOM, mais la question de mise à niveau de produits, contrôle de qualité, assurer que les produits ça, répondent à normes, que standards que vous demandez sur le marché international, là, ça c'est un bagage. Et l'autre bagage là, tout, c'est, il y a, pour que nous puissions vendre à l'extérieur n'importe qui gens, il y a un appel loi tarifaire, il y a, ou pas vendre nos produits n'importe qui prix, parce qu'il y a des traités, ou bien aussi avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et ou bien envie, et par exemple, vous voulez protéger, ou un babankou, préparez vous faire. C'est par exemple, ton taxe, mais ton taxe sur l'autre produit alcoolisé à vendre. Mais selon le traité, si vous n'avez pas dépasser le tarif là, qu'on a voulu monter. Donc, on n'a qu'à tout subir. Pendant qu'on veut produire, on veut défendre, on n'est pas capable parce qu'il y a des traités, il y a des conventions, des bagages que nous signés et puis nous boulonnons. Donc, je vous dis, on a travaillé sur ça avec le ministère du Commerce, de telle sorte que nous avons relevé loi ça. Par exemple, si c'est sous du riz que nous signé et puis nous voulons monter taxe sous du riz, du Rabandrea pour me protéger pas maintenant, je suis obligé par exemple de dire ok, je descends une taxe dans l'homme. Vous faites des deals comme ça avec l'OMC. Oui. Donc on travaille sur des bagages comme ça parce que vous avez un vrai et puis un paquet de bagages qui liés à un système là qui fait qu'on ne peut pas sortir la donne, mais on travaille dessus. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président, pour nous avoir accordé ce temps pour répondre à nos questions. Mais je voudrais terminer avec vous sur un point capital. On est à quelques jours du 3e anniversaire du séisme du 12 janvier 2010. 3 ans déjà. Vous mentionnez il y a encore des mondes sous tente, la reconstruction, on rêvait de voir Haïti transformé en grand chantier, ce n'est pas le cas jusqu'à présent, il y a quelques efforts quand même qui ont été faits. Je termine ma question, il y a quand même quelques efforts qui ont été faits, mais il y a des promesses d'aide internationale qui ne sont pas arrivées aussi, parallèlement à ça. Maintenant, est-ce que 2013 sera une année de relance de la reconstruction, de reprise de la reconstruction d'Haïti? Je crois que la reconstruction de son ensemble va recommencer. C'est à nous de définir où nous sommes, où nous allons. C'est à nous de le faire. Premièrement, on commence à reconstruire notre mentalité, nos enfants. Nous allons commencer par l'autre modèle monde. La reconstruction a recommencé. On a de grands chantiers là qui sont en cours. Excepté que il y aura un niveau, il y aura terre toujours, beaucoup d'immeubles de monter.
mais c'est parce que justement, on ne construit plus comme par le passé, on a rentré fond en bataille pour ne pas avoir un problème antisismique. Okay? Donc la reconstruction a recommencé. Maintenant, il nous manque de l'argent. La CIRH n'existe plus. Laissez-moi vous dire, non-sens nous content. Non-sens. Le pour Haïti, on est que c'est nous pour faire. Grand temps que nous suspendons dépendre de monde. Par exemple, moi je dis, dans l'affaire agriculture et environnement, je vais chercher quoi. Bon. Parce que moi je pensais, il faut me pousser. Nous te promettre comme, il y a un pays qui te promet comme 3 ans de ça, je dis, il y a besoin comme, il n'y a pas qu'à encore. Donc, soit pour le faire. Donc, nous ne pouvons pas être dans le contexte, dans le système plein. Je dis, il faut nous dire, bon, si nous sommes capables de là, nous avons travaillé. Nous ne sommes pas capables, nous avons marqué sur nous, nous avons fait ça pour nous faire, nous avons fait Jean pour nous faire là, nous allons paraître pour des gens qui ont crié, d'ailleurs, nous bêtiser. Nous bêtiser, nous avons 200 ans, 209 ans, que nous sommes indépendants. Et puis, justement, je t'ai posé mon question, je dis que qui ne fait pas de la 18 novembre, c'est pour en faire de là, vous date indépendance là, c'est pour en faire de là, vous date 18 novembre là. Soit en fait de, côté rêve là, on laisse qu'on arrive là, vous dire, ou pas qu'on arrive là. Donc, je veux dire qu'on fait ça bien pour nous faire, donc combat pour continuer, c'est pour Haïtiens, Marie Ceinture, nous ne pouvons pas sortir dans sa non journée, nous ne pouvons pas sortir dans un mandat, nous ne pouvons pas sortir dans 2 mandats, c'est pour nous connaître que bagaille dû, femme voyant, garçon voyant. Mettez main, Marie Ceinture nous bat l'abdu, on travaille, et plus nous mettons ensemble, plus nous participons, plus nous faisons vite, plus nous pouvons peut-être faire bien. On avance comme ça pour nous aller, on ne peut pas arrêter Chita dit que le problème n'a pas arrivé. 1, 2, 3, 4, quels sont les grands chantiers pour 2013? Et pour supporter sa présidente Dia, tout, quand on parle de reconstruction, il faut nous regarder que le pays d'Haïti, estimation était 12,5 milliards de dollars de destruction. Dans 12,5 millions de dollars, ça milliards de dollars de destruction. Dans 12,5 milliards, ça la communauté internationale a offert à Haïti environ 5 milliards. De 5 milliards, ça moitié passé justement dans les aides d'urgence. C'est-à-dire dans de l'eau, et dans tente, dans toute base. Dans bail manger et tout et tout. Donc en réalité, 98% passé par ONG. C'est ça. Reste là, tout gouvernement haïtien, pendant qu'on a parlé de gouvernement haïtien de reconstruction, le gouvernement haïtien beaucoup de moyens pour faire reconstruction. Et qui politique nous vis-à-vis de ONG qui apparemment joignent en pile aide, alors que le gouvernement lui-même il peut pas joindre ça. 98% de aide là. Donc le gouvernement, sous fait calcul, il va après nous être avec 1 et 2%. Donc ce n'est pas avec 1 et 2% qu'on va faire reconstruction massive. Donc qui ça que nous fait pour ONG nous créer CAED là, qui lui-même c'est nouveau mécanisme de gestion de mécanisme de gestion internationale là qui remplace CIRH là, et ça lui-même il y a un leadership haïtien là-dedans, et c'est nous-mêmes qui avons la priorité, il n'a pas ça, nous avons l'autre rencontre internationale que nous avons fait avec les grandes visions de ça. Mais ça c'est le contexte là, bien entendu. Ça que nous faisons en 2012 déjà avec 6 moyens que nous gagnons et avec un pile volonté et avec un pile pression que le président de la République l'a baille pour question de reconstruction. Chaque matin, le président il prépare, il dit qu'il faut un pays en chantier, il veut se faire poussière, il veut se faire tout le bail ça. Eh bien, mettez-nous au travail avec tout le gouvernement, nous mettez nous vraiment dans la rue pour que nous puissions recommencer la reconstruction ça. Donc là, matin, nous faisons pose de première pierre du Parlement haïtien qui prend un plus bel Parlement dans le Caraïbe là, il va coûter nous 33 millions de dollars et comme ça, c'est avec annulation de dette FMI que nous allons reconstruire et la construction a commencé et pendant la 2e semaine du mois de janvier. Reconstruction pays a recommencer tout. Pourquoi? Parce que, bien entendu, Jean-Président dit avec les mêmes moyens que nous avons, nous recommencer et nous avons rebâti le ministère de l'Intérieur là, qui est dans la location côté des GIP. Je vous interromps, mais permettez, souffrez que je vous interrompe, monsieur. On a parlé de immeuble qui a monté. Allez faire un coup d'œil à Jacques Mel, 40 millions investis pour Malécon qui a fait pour un grand chantier tout le monde, qui pour remettre Jacques Mel sous cadre touristique mondial là, pour mon absolu tout côté pour venir visiter Jacques Mel. Regardez, l'on met 40 millions dans Jacques Mel pour refaire ville là. Et puis, qu'on y a pour regarder l'aéroport international Jacques Mel.
et à regarder ça qu'a fait, ça qui pourra le faire, ou bien faire ministre l'a montré, et bien tourisme montre ça qui pourra le faire dans la zone et Aquin, dans le sud, en termes de développement touristique. Ils font études, le Mexique ils font études, zone là pour nous. Et il y a des grandes firmes qui viennent regarder déjà. Et nous avons de gros bagailles. Mais en attendant, comme ça, vous faites, et le soir, après, au carrefour, regarder les lumières. On a gagné au aéroport à tout. Oui, on va pas finir. Bon, libéral fait le dernier. Au carrefour, toujours le soir, vers 11h du soir, et regarder les lumières pour les gens éclairer sur son aéro. Au carrefour, côté de APM, avec ça, après, enfin, les questions, on s'en va. On a, le boulot nous appelle, on va la fête commencer. Clarence, ça a été gentil de ta part. Toi aussi, Martine. Meilleurs vœux à vous et à vos familles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, à vous aussi. Et à auditeurs et tout le monde qui l'a eu, je m'absous de nous une bonne fin d'année, santé, courage. J'aime ça dire nous. Président, nous, j'aime bien en pile. Nous, on ne pas fatiguer. Nous, on ne pas laguer, on ne pas camper. Pas dans facile. Mettez des garçons sur nous, mettez des femmes sur nous. On nous bâtit pays, nous. Et puis, suivez-moi, et bien avant, devant, pas camper. Pas l'un de sempre. Voilà, mesdames et messieurs, c'était notre consoeur, Martine Chandler-Denis et moi-même, Clarence Renoir, qui avons été invités pour participer à cette rencontre avec le président de la République, M. Michel Martelly, et le Premier ministre, M. Laurent Lamotte, sur une sorte d'interview bilan sur l'année 2012 et les perspectives de l'année 2013. Les questions ont été celles que le public se pose la plupart du temps. Nous avons essayé de faire le tour de la question, mais comme vous êtes rendu compte sans doute, nous n'avons pas pu aborder toutes les questions véritablement qui vous préoccupent au cours de l'année 2012 passée et l'année 2013 à venir. En tout cas, nous avons essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Martine, je vous remercie beaucoup et je vous présente mes vœux pour l'année 2013. Je vous remercie également, Clarence, et je fais de même. Je vous présente nos vœux les plus sincères et également nous aimerions souhaiter les meilleurs vœux aussi à toute la population qui nous a suivis aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup, chers téléspectateurs, chers amis auditeurs d'Haïti et de l'étranger, d'avoir suivi ce programme et nous espérons vous rencontrer peut-être l'année prochaine. Merci.